Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. La France est le plus célèbre producteur de vin du monde et les vins français, avec une longue tradition et leur goût inimitable, sont devenus la carte de visite de la France à l'étranger. Donc aujourd'hui, nous allons parler du vin et de sa culture. Et nous sommes avec une jolie femme, Liu Jia. Vous êtes auteur d'un best-seller sur les vins français et vous êtes aussi sommelière de la Bordeauxthèque au cœur des galeries Lafayette Gourmet à Paris. Bonjour Liu Jia et bienvenue. Et aussi Monsieur Nicolas Carré, vous êtes sommelier, consultant et éducateur, diplômé de l'Université du vin en France. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Selon un rapport de 2013 sur la consommation de vin rouge en Chine, celle-ci dépasserait les 100 milliards de yuan par an, ce qui représenterait près d'1,8 milliard de litres, dont 25% sont importés. Un tel marché attire bien évidemment de plus en plus de producteurs étrangers en Chine. Les douanes chinoises rapportent que le vin importé provient pour 60% d'Europe et sur ces 60%, plus de 40% sont des vins français. Les chiffres de l'Association des producteurs de vins de Bordeaux montrent même que dès 2010, la Chine a surclassé le Royaume-Uni et l'Allemagne en termes d'importation de vins français avec 90 millions d'euros pour devenir le plus grand importateur des vins de Bordeaux. Et ma première question, c'est dans l'esprit de nombreux Chinois, le vin rouge, ça représente un symbole de noblesse. Donc boire du vin rouge, c'est d'avoir du goût et c'est un mode de vie très à la mode et très élégant. Donc Nicolas Carré, en tant que Français, que pensez-vous de cet esprit ? Il faut voir une chose, c'est que ça suit, on est dans une évolution dans le temps. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine au niveau de la pensée du vin, c'est la même chose que la France a vécu au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on découvre le vin, donc tout ce qu'on découvre et qui a de la valeur et qui représente un peu le luxe, ben forcément d'abord la haute société qui le consomme, et puis ensuite ça revient petit à petit sur les bases, entre guillemets, sur les gens plus modestes. Et là on suit la même évolution. L'image du vin en Chine est le vin français en plus a une très très belle image qui a été donnée par des gens qui ont de l'argent et qui aujourd'hui commence à se répercuter sur des gens qui ont un salaire qui évolue et voilà. Et c'est très bien. Moi en tant que Français, je peux pas dire que c'est mal. Je suis fier d'être français, on a des bons vins, etc. Le bon goût, c'est très bien. Mais c'est une évolution normale dans l'histoire de l'appréciation du vin. La France a vécu la même chose. Aujourd'hui, ça n'est plus la même image en France, mais la Chine va se développer dans le même sens que la France. Je sais que vous êtes sommelier, vous avez été un sommelier en France, donc en Chine. Qui sont les consommateurs de vins importés ? Je pourrais quand même vous montrer quelques photos que j'ai prises en Chine. Ça, c'est quelques photos prises sur un banquet de mariage. Il y a quelques invités qui sont des membres de famille qui vivent à la campagne. Ils boivent tous le vin. Ils n'ont même pas touché l'alcool baijiu qui était aussi sur la table. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, que seulement les urbains, les gens dans les grandes villes qui boivent du vin. Mais ce n'est plus le cas. Pour Nicolas Carré, est-ce que vous partagez son point de vue ? Le marché a changé ces 5 dernières années. Je dirais, on parle toujours des Jeux Olympiques. C'est vrai qu'en Chine, les Jeux Olympiques ont changé beaucoup de choses, pas seulement au niveau du sport, au niveau de beaucoup de choses, même culturelles. Et c'est une évolution aussi. 5 ans en arrière, c'était pas du tout la même chose. 5 ans en arrière, il n'y avait pas de bouteille de vin sur les mariages et on n'avait que du baijiu. Et j'étais obligé de boire du baijiu. En août de cette année est sortie la liste des 50 crus les plus chers au monde. Et c'est encore le Richebourg Grand Cru de Henri Jayer, surnommé le dieu de la Bourgogne, qui conserve le titre de vin le plus cher du monde avec un prix moyen de 15 548 $ la bouteille. Alors quels sont les vins de garde qui ont le plus de valeur? Si on se réfère au marché, il s'agirait de vins bénéficiant d'une certaine réputation, de bonne qualité, et des grands vins qui se vendent partout sur la planète et sur lesquels il y a un potentiel d'investissement.
On peut ainsi citer les 5 premiers grands crus classés de Bordeaux, Châteaubriand, Lafite, Mouton Rothschild, Latour et Margaux. Oui, c'est vrai que depuis près de 50 ans, le vin rouge est déjà devenu un excellent investissement. Les retours de ces investissements sont importants. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est dans le même cas? Alors les retours sur investissement étaient importants. Moi je pense que depuis 2 ans le marché a déjà bien changé. On revient sur une stabilisation du marché. On va gagner moins d'argent aujourd'hui avec le même investissement. On va parler du Lafite puisque tout le monde en parle. Hein. On va gagner moins d'argent. On pouvait gagner jusqu'à 100% de la valeur il y a 2-3 ans. Aujourd'hui on va parler de 50% à peu près sur 2-3 ans, 4 ans d'investissement. Et aussi il y a aussi une chose, c'est que on n'est plus forcément sur les investissements des grands crus de Bordeaux ou des grands crus de Bourgogne. Mais on va plus sur un investissement en collection, c'est-à-dire avoir les mêmes millésimes ou avoir une série de millésimes d'une même propriété. La tendance va dans ce sens en tous les cas. C'est-à-dire que ce n'est plus un investissement sur un nom ou sur une bouteille, c'est un investissement sur une collection. Comment choisir un vin rouge? En Europe, tous les vins sont soumis à un système de classification inspiré du système français. La classification pour les vins français se divise en 3 catégories. Au sommet, on trouve les AOC, appellations d'origine contrôlée. Puis viennent les vins de pays. Et enfin, des vins plus basiques, les vins de table, aujourd'hui appelés vins de France. Ainsi, en repérant cette classification sur l'étiquette, le consommateur connaît rapidement le niveau de qualité du vin qu'il désire. Le millésime peut également être un indice important dans le choix du vin. Ce millésime, c'est en fait l'année de la récolte des raisins. En Europe, la qualité des raisins est très dépendante des conditions climatiques, comme l'ensoleillement, la température, les précipitations et autres phénomènes naturels, si bien que chaque année, en fonction du climat, la qualité du vin ne sera jamais exactement la même. Pour vous aider dans le choix du millésime, beaucoup de producteurs ou d'interprofessions publient chaque année des estimations de qualité sur les millésimes. Et maintenant, nous avons 3 bouteilles de vin sur notre bar. Donc, une question pour vous deux, c'est laquelle aurait le meilleur rapport qualité-prix? Déjà, il faudrait connaître les prix. Là, on est donc sur 3 bouteilles à peu près de même prix. Hein. On va dire en Chine, on est à peu près en dessous de 350 yuan, renminbi. Moyenne de gamme. Voilà, moyenne gamme. Oui, ça se produit dans différentes régions. Donc vous pouvez... Voilà, donc on est sur un produit espagnol, un produit français, Bordeaux, et puis un produit chilien. On est également sur 3 cépages différents. Mais si moi je suis un client, comment vous faites pour me conseiller laquelle je dois acheter? C'est vrai que moi, la première question que je vais poser dans ce cas-là à mon client, c'est d'abord qu'est-ce qu'il a envie de boire? Qu'est-ce qu'il a envie de ressentir quand il va boire un vin? Est-ce qu'il a envie de ressentir du fruit? Mais dans ce cas-là, voilà, quel genre de fruit? Est-ce qu'il a envie de quelque chose? On va parler simple. Hein. Est-ce qu'il a envie d'un vin fort? Est-ce qu'il a envie d'un vin plutôt léger? Est-ce qu'il a envie d'un vin très aromatique, avec des tanins, sans tanins? Hein, voilà. Déjà, il faut connaître les attentes du client pour en décider. Après, au niveau du prix, effectivement, chacun a une idée du prix qu'il veut mettre dans une bouteille de vin. Et heureusement pour le vin, chaque client a un prix qui est différent. Voilà. Donc, pour parler rapport qualité-prix, déjà, il faut connaître quelle est la qualité que le client attend et quel est le prix qu'il est prêt à mettre. Et après, on peut réellement le conseiller. Mais dans ces 3 bouteilles, le meilleur, c'est lequel? Pour moi, personnellement, je prendrais celui-ci, parce que je le connais. J'ai déjà dégusté les 3. Mais aujourd'hui, par exemple, on est tous les 3 à table. On a envie de s'offrir un petit verre de vin rouge. Hein, on dit toujours un petit verre, mais c'est un grand verre en fait. Un petit verre de vin rouge. Moi, je prendrai celui-ci. C'est celui qui me fera le plaisir maintenant. Hein. Maintenant, c'est vrai que si ce soir on va dîner en chandelle dans un grand restaurant, etc., ou dans un restaurant, bah, peut-être que j'irai sur un autre produit. Si on a de la viande et tout, voilà, j'irai peut-être plus sur le Bordeaux ou sur le Carmener du Chili. Voilà, ça dépend aussi du moment. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Hein. Et Lucia, quel est votre choix? Bon, supposons qu'il connaît un petit peu le vin. J'amènerais peut-être le deuxième,
Le Bordeaux. ou le troisième. Parce qu'avec le deuxième vin, il apprend des choses et il le comparerait avec ses connaissances. Le deuxième attirait toujours un peu plus d'attention. Et le troisième, ça c'est monocépage et l'habillage est joli. Donc pour une occasion dont je ne connais pas forcément le contexte, la troisième créerait un petit effet, je dirais. En Chine, par exemple, on parle de rapport qualité-prix. En Chine, on entend souvent dire Lafite, voilà, c'est super. Combien de fois on m'a proposé des Lafite 2008, 2010 à boire maintenant? Je suis désolé. Le prix de la bouteille avec le Lafite 2010 à boire aujourd'hui, c'est un très mauvais rapport qualité-prix. Je préfère prendre un bon vin qui vient de la région de Chinon, des Côtes-du-Rhône, du Gigondas ou n'importe quoi, 2010 aussi, même millésime, qui sera beaucoup plus prêt à boire. Je trouverai beaucoup plus de plaisir et j'aurai vraiment l'impression d'avoir dépensé de l'argent pour quelque chose. Alors que si je bois aujourd'hui un grand cru de Bordeaux 2010, que j'ai acheté quand même très cher, et que je me retrouve avec un produit qui est fort en bouche, qui a beaucoup de tanins, je ne trouve pas de plaisir. Donc mon rapport qualité-prix, il est très mauvais. Et avec la progression rapide du nombre de consommateurs chinois de grands vins, les professionnels disent qu'à partir de 2006, tous les châteaux Lafite ont été vendus en Chine. Donc pourquoi le Lafite 82 est-il si cher? Bon, il y a deux choses. D'abord, c'est pas une mauvaise année, 82. Et puis ensuite, il y a eu l'effet médiatique. Tout l'effet médiatique qui était derrière 82, c'est le début des années Parker, c'est le début. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan médiatique. Il y a eu un grand film, je crois en Chine ou à Hong Kong, qui est sorti à ce moment-là où on voit quelqu'un, prendre un Lafite 82. Donc tout ça a fait que, voilà. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des clichés. Hein, ce sont des préjugés, des clichés que l'on donne sur un produit. Bon, c'est du marketing. Hein. Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Tout le monde aime des histoires. Et dans l'histoire de Lafite 82, il y a tous les facteurs qui sont réunis. D'abord, il y a l'histoire de quelqu'un qui était méconnu et qui a battu beaucoup de géants pour devenir un héros lui-même. Donc, on adore ce genre d'histoire. En fait, le nom de cette personne est bien M. Robert Parker. En 1982, il était la seule personne au monde qui disait que le millésime 82 est un grand millésime. Alors, tandis que personne d'autre ne le croyait. Mais le temps a prouvé, c'est lui qui a raison. Et le château Lafite 82 était noté 100 points sur 100 par M. Robert Parker. En Chine, l'analyse d'une jarre en cuivre scellée découverte en 1980 au Henan dans une tombe a révélé qu'elle contenait du raisin fermenté datant de l'époque des Shang, dynastie qui s'étale du 15e au 10e siècle avant Jésus-Christ. Sous la dynastie des Han antérieure, Zhang Tian, envoyé comme ambassadeur dans la région ouest du Xinjiang actuel, fait état de techniques très avancées de fabrication du vin. Sous les Tang et les Yuan, le vin connaît son âge d'or. L'empereur Taizong des Tang, Li Shemin, aimait tant le vin qu'il supervisait lui-même sa fabrication. La boisson est alors devenue très en vogue pour les sacrifices et les banquets. C'est sous les Ming que le vin est peu à peu tombé en désuétude et encore davantage sous les Qing. Ces dernières années, avec le développement du marché du vin intérieur, le vin chinois connaît un grand essor. Great Wall, Dynasty et Changyu sont les trois grandes marques locales. Et la Chine a aussi une longue tradition de production de vin, mais dans les années 50, cette production a connu un déclin. Même actuellement, les marques chinoises des vins rouges sont confrontées à une rude concurrence qui vient de la part de vins importés. Donc, que pensez-vous du marché chinois actuel? D'abord sur un pays qui est nouveau, un pays du Nouveau Monde, la Chine, même si effectivement le vin date de plusieurs milliers d'années en Chine, mais n'a pas été suivi par toutes les dynasties. Aujourd'hui, il y a une reprise.
On va parler de Changhu, hein, qui a été le premier dans les années 1890 à renouveler cette industrie. Maintenant, depuis 10 ans, 15 ans, on voit vraiment un essor au niveau de l'importation des vins. Les vins étrangers importés représentent seulement 15% du marché chinois. Hein, donc ça laisse quand même 85% du marché chinois. La consommation est purement chinoise. Hein. Donc on ne peut pas parler vraiment de concurrence encore. Maintenant, c'est vrai que si on est sur la même qualité de produit, oui, on peut parler de concurrence, mais c'est une concurrence qui, justement, je pense, pour le marché chinois, est complètement bénéfique, puisque aujourd'hui, on assiste à certaines régions, dans certaines régions, comme le Ningxia, comme le Shandong, comme le Hebei ou d'autres régions, où justement, face à cette concurrence, on essaie d'améliorer la qualité de son produit. Et très sincèrement, aujourd'hui, en Chine, je fais régulièrement des tournées dans certaines régions. Je peux vous trouver sans aucun problème une vingtaine, une trentaine de vins qui valent largement les vins qu'on a ici, au niveau qualitatif. Donc maintenant, je dirais, il faut laisser le temps aussi aux vins chinois d'arriver à une qualité correcte. Donc vous avez certainement dégusté du vin chinois. Est-ce que vous trouvez des différences gustatives entre les vins français et chinois? Je vais toujours retrouver un côté fade au niveau du vin. On a toujours l'impression d'un côté, le vin un peu dilué. Pourquoi? Pour une raison aussi, c'est que le vin est fait avec des vins d'importation, peu chers, qui viennent du Chili, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Australie, peu chers, que l'on rajoute dans une bouteille de vin chinois. Hein. On avait l'habitude de dire il y a 5 ans que une bouteille de vin chinois était faite à 50% de vin étranger. Bon, c'était vrai dans le temps, ça le devient de moins en moins. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés, grosses compagnies ont arrêté ce système. Hein. Moi, je me fais aujourd'hui autant plaisir avec certains vins chinois, je ne parle pas de tous les vins chinois, je parle de certains vins chinois, qu'une grande partie des vins français importés en Chine. Mais en tout cas, le vin chinois en Chine occupe à peu près 80% du marché chinois. Oui. Et ça ne va pas tomber, ça. Hein. Ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber, parce que même aujourd'hui, la demande, il n'y en a pas suffisamment. Enfin, il n'y a pas suffisamment d'offres par rapport à la demande. Ouais. Donc ça va continuer. À la fois, les importations vont continuer à augmenter, et à la fois, la consommation et la production de vin chinois va augmenter. Dans certaines régions comme le Ningxia, on parle aujourd'hui de pratiquement 10 000 hectares ou 5 000 hectares qui vont être faits dans les prochaines années. Et toutes les régions parlent d'agrandir. Voilà. Aujourd'hui, le consommateur chinois commence à être éduqué au niveau du goût, donc commence à choisir ses vins en fonction de son goût. Avant, il ne choisissait pas. Il prenait et puis voilà, et puis c'était pas bon, ben tant pis, j'ai que ça. Aujourd'hui, non seulement il choisit, mais en plus il apprend à choisir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est qualitatif pour le marché chinois. Enfin, avant, à l'époque, les Français disaient qu'en Chine, il n'y avait pas de vin buvable. Mais aujourd'hui, il y a au moins, il y a de bons vins de plus en plus produits en Chine. Mais c'est vrai, la presse parle souvent encore des vins étrangers, des vins, des vins de France, parce que la presse ne fait pas vraiment attention aux gens qui vont au supermarché, qui achètent du vin chinois, qui valent de 20 ou 40 yuan. Et donc, on fait beaucoup plus d'attention aux vins plus prestigieux, plus chers, et c'est plus souvent les vins français. Voilà. Mais on a dépassé les étapes aussi. En France, il faut savoir que les vins importés représentent à peine 5%. Donc voilà, en France, on est un peu trop franco-français. On est un peu trop franco-français, on pense que le vin français est le meilleur au monde. Moi, j'ai pas peur de le dire, le vin français est très bon, mais n'est pas forcément le meilleur au monde. Pas tous les vins français en tous les cas. C'est pas parce qu'un vin est français qu'il est meilleur. Ça, c'est un préjugé qui est absolument absurde. Alors, ce qui est assez drôle, pour une petite anecdote, c'est que les Français de France continuent à certifier ceci, c'est français, c'est meilleur, etc. Et que ces mêmes Français que l'on retrouve en Chine ou à l'étranger, parce que j'ai également été sommelier chez Maxim's à Pékin, ces Français-là, donc je les avais dans le restaurant, qui, au moment où je leur sortais ma carte, me disaient « vin français ». Non, je ne prends pas, c'est dégueulasse, c'est pas bon, je vais plutôt prendre vin chilien, des choses comme ça. Donc, c'est assez incompréhensible comme attitude, mais c'est ça. Donc, puisque vous êtes en Chine, donc quand on vous invite à manger, on boit souvent des baijiu, n'est-ce pas? On boit de temps en temps des baijiu, que je refuse de plus en plus d'ailleurs. Vous refusez? Pourquoi? Non, que je refuse de plus en plus parce que, d'abord parce que mon plaisir c'est le vin d'abord, et qu'ensuite, voilà, je pense pas que ce soit vraiment à mon goût.
comme peut-être, je ne pense pas que ce soit au goût de beaucoup de Français, en tous les cas beaucoup d'étrangers. À l'inverse de l'Occident, en Chine, l'alcool principal est l'alcool de riz, le baijiu, qui est fabriqué à base de céréales. La légende attribue son invention à Du Kang, à l'époque de la dynastie Xia. Les ingrédients de base, les ferments, les alambics et les méthodes utilisées, de même que les conditions climatiques, font que les alcools de différentes confections ont des saveurs distinctes. Les baijiu se classent généralement en alcool léger, fort et alcool de type Jiang ou Maotai. Bien que les méthodes de fabrication soient différentes, le baijiu et le vin rouge ont avec leur culture respective des liens très ténus. Pour les Chinois, le baijiu est une affaire d'ambiance. On boit cul sec, on boit pour se saouler. Boire beaucoup renforce les liens amicaux et inciter ses invités à boire est une marque d'hospitalité. Avec le développement des liens avec l'Occident, de plus en plus de Chinois ont intégré la culture du vin rouge. L'association des vins et des mets, l'art de la dégustation et boire modérément pour rester en bonne santé. Si bien que pour de nombreux Chinois, trinquer avec un verre à pied est devenu une marque de distinction et d'élégance. C'est vrai que l'intérêt des Français pour l'alcool de riz chinois n'est pas comparable avec l'intérêt des Chinois pour le vin français. Je pense que le vin exprime beaucoup plus d'arômes, beaucoup plus de plaisir que ne peut l'exprimer un baijiu qui, lui, on va retrouver quelques arômes, mais plus difficile à détecter. C'est aussi une question de culture. On n'est pas dans la même culture. Je pense que la notion de soja, on n'a pas vraiment du soja en France, on ne l'utilise pas vraiment en cuisine. Or, vous prenez des Maotai, des choses comme ça, ils ont ce côté un peu soja, ce côté un peu terreux, mais terreux vraiment de la région. Les oulangiers, les choses comme ça, on n'est pas sur des produits qui ont les mêmes affinités, je pense, au niveau des papilles, etc. Que pensez-vous de baijiu? En fait, en France, c'est que les Français ont déjà beaucoup de choix. Vous avez la bière, comme chez nous, vous avez le champagne, les vins mousseux, le whisky, le cognac, le porto, le vin sec, le vin doux, demi-sec, demi-doux. Les Français ont déjà tellement de choix. Alors, je ne vois pas où placer du baijiu en France. Et en plus, beaucoup de Français, ils ont leur propre, je dirais, horaire de consommation. Par exemple, après le travail, on prend souvent une bière ou un verre de vin blanc plutôt fruité, plutôt léger. Et ensuite, on choisit un vin pour le repas. Et avant de quitter la table, on se demande de quoi on remplit le verre, etc., etc. Mais en Chine, on boit pas vraiment pour le goût. Comme Nicolas a bien analysé des arômes du baijiu. En Chine, on ne prête pas vraiment attention aux arômes, au goût. On boit pour le plaisir. On boit pour la convivialité. Avant de finir notre émission, quel conseil auriez-vous à donner à nos téléspectateurs, qu'ils soient de grands amateurs du vin ou des débutants? Moi, je dirais partager entre amis et discuter avec des amis. Même avec une bouteille chère, une bouteille rare, je pense qu'on se procure toujours plus de plaisir en le partageant, avec des amis. Et si on se ferme tout seul à la maison, peut-être on en boit plus. On boit toute la bouteille, mais on a moins de plaisir à partager. Nicolas? Moi, c'est se faire plaisir, tout simplement. Mon premier conseil, c'est faites-vous plaisir. Vous avez trouvé un vin qui vous plaît, quel que soit le prix, quel que soit... voilà, continuez à chercher autour, peut-être des vins identiques ou des choses comme ça. Mais voilà, le problème du vin, c'est qu'il faut que les gens, pour apprécier le vin, il faut qu'ils comprennent déjà leur goût. À partir du moment où on connaît son plaisir, on connaît son goût, on va essayer de découvrir autour. C'est comme les vacances. Vous pouvez passer des vacances en Bretagne ou passer des vacances aux Caraïbes. En fonction de ce qui vous plaît, vous allez chercher autre chose. Si vous passez aux vacances en Bretagne et que ça vous plaît, vous allez peut-être chercher en Normandie après. Mais si vous connaissez plus les Caraïbes, vous allez peut-être chercher d'un autre côté, un autre des quatre coins du monde. C'est la découverte et le plaisir. Et puis après, effectivement, le partage.
je partage avec des amis. Et juste pour compléter, découvrir avec des amis accompagnés, on découvre toujours davantage. Bien sûr. D'accord. Et notre émission touche à sa fin. Merci Léotia et Nicolas d'avoir été avec nous. Mais avant de quitter, nous allons ouvrir une bouteille pour savourer un bon vin. D'accord, ben on va voir déjà comment ouvrir une bouteille. Alors, ben, on va se faire un petit plaisir, hein, puisqu'on va ouvrir un Charme Chambertin, un Grand Cru 2008, donc un vin de Bourgogne. Et moi, ça me donne une très belle occasion, à certains téléspectateurs, de montrer la bonne façon d'ouvrir la bouteille, parce que une chose également que j'ai repérée en Chine où on a beaucoup de salons, même les professionnels du vin ne savent plus ouvrir une bouteille de vin. Et ça devient une énorme catastrophe. Et en tant que sommelier, ça me choque beaucoup. Pour nous, c'est aussi une bonne occasion de Voilà. vous écouter. Donc sur chaque bouteille, vous avez une bague, hein, ce qu'on appelle une bague, un petit renfort ici sur le côté. Et bien généralement, on ouvre la capsule sous cette bague. Alors la vraie façon, c'est au milieu, mais c'est plus facile d'ouvrir sous. Voilà, on met le couteau donc sous la bague. Hein, et une chose que je vois régulièrement et qui n'est pas bonne, contrairement à ça, on ne tourne pas la bouteille comme ceci. D'accord ? La bouteille, elle ne bouge pas, c'est le bras qui bouge. D'accord ? Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que s'il y a du dépôt dans la bouteille, ça évite de le remuer. Ensuite, donc, je fais une insertion comme ceci, et je vais enlever ma capsule. Alors, celles-ci sont... Alors, les capsules, c'est vrai qu'il y en a des différentes. Voilà. Voilà. C'est clean, c'est propre. Voilà, c'est très bien. Hein, donc, après, on passe à l'étape suivante, donc, qui est celle-ci, d'enfoncer donc le tourne-bouchon. Voilà. Généralement, on laisse un ou deux, on va appeler ça tourniquet, je suis désolé, je perds mon français. Ensuite, on va utiliser donc les deux bagues, un renfort ici et le deuxième ici. Voilà. On ne défait pas à la française, hein, qui consiste à faire du bruit. On laisse comme ceci, et puis on finit avec la main de façon à ne pas faire trop de bruit. Voilà. Ça, c'est la méthode, je dirais, professionnelle. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit souvent les méthodes comme celle-ci. Entre amis, ça se fait aussi. Voilà. Donc, voilà, ce qu'on conseille également, juste avant de servir, c'est effectivement d'essuyer un peu le goulot de la bouteille. Hein, on ne sait jamais qu'il y a un peu de saleté. Voici. Et puis donc, pour le service du vin également très important, quand on prend la bouteille, on ne met pas la main devant l'étiquette. Hein, on laisse l'étiquette donc en face du consommateur. Hein. Voilà, je vais demander à Gia de déguster et de voir si le vin n'est pas bouchonné. Excellent. Voilà. La dégustation du vin s'opère en 3 étapes. Tout d'abord, commencez par admirer la couleur du vin. Un rouge vif et brillant vous signale la présence d'un vin jeune. Si la couleur est plus fade, vous êtes peut-être sur le point de déguster un vieux millésime. Ensuite, examinez les arômes du vin. Fruité, floral, boisé ou épicé, en agitant légèrement votre verre, vous allez découvrir une palette immense d'odeurs qui, pour les plus expérimentés, exprimera le cépage, le terroir ou bien l'élevage du vin. Enfin, l'étape la plus agréable est certainement la dégustation proprement dite. Mais le vin ne se boit pas comme du baijiu. Une fois bien aéré, prenez-en une petite gorgée que vous ferez tourner dans votre bouche pour mettre toutes vos papilles en contact avec le vin et ainsi ressentir les saveurs mais aussi la texture du vin. N'oubliez pas une dernière étape tout aussi importante. Après avoir avalé le vin, laissez-vous charmer par son arrière-goût, sa longueur en bouche. C'est ainsi que vous apprécierez au mieux un vin et que vous deviendrez peut-être, avec un peu d'expérience, un amateur averti. Et merci de votre vin et de votre belle histoire avec les vins.